Dans les années 1990, Colin Hyland terrorise la communauté gay de Londres. Il s'agit d'une des enquêtes criminelles les plus horribles et les plus complexes qui soient. En l'espace de 3 mois, 5 hommes innocents vont mourir des mains de ce tueur froid et calculateur. Il a déclaré que sa victime était gay. Colin Hyland sera surnommé le tueur de gays. Il s'était fixé un objectif peu commun. Au Nouvel An, il prend une résolution. Il veut devenir tueur en série. Hyland va mettre fin à la vie de ses victimes innocentes dans une série de crimes étranges et cruels. Nous avons découvert une scène d'horreur. C'était la première et la dernière fois que je voyais un truc pareil. Le tueur de gays était-il devenu un monstre ou était-il né pour tuer? There is that side of my character that is negative. It's quite cold and calculating. Voici les aveux de Colin Hyland. En 1993, il prend la vie de 5 hommes dans une fièvre tueuse qui décourage la police et sème la terreur au sein de la communauté gay londonienne. Quel est votre conseil à la communauté gay? C'est très simple. Faites attention, ne ramenez pas d'étrangers chez vous, évitez les aventures d'un soir, c'est dangereux. Vous pourriez être le prochain. Les méthodes et motivations de ces actions diaboliques ne seront dévoilées que dans cet entretien froid et dérangeant. La vie et les crimes d'Hyland nous donnent une vision unique du cerveau d'un tueur en série et d'un parcours qui l'a amené à commettre des actes monstrueux. It's a highly destructive, highly cold, and very cold. And I think in some moods, I'm quite happy to burn the world down if possible. Colin Hyland est né le 16 mars 1954. Dès le premier jour, sa vie est une série de déceptions et d'échecs. Son père, qui ne voulait pas élever d'enfants, part avant même sa naissance. Hyland n'a jamais connu son père biologique. Je crois que c'est une chose importante à noter. Il faut bien se rappeler ce qu'était l'Angleterre au début des années 1950. Une naissance hors mariage était souvent très mal vue par la communauté locale. À 17 ans, sa mère se retrouve sans argent. Elle retourne vivre chez ses parents sur Myrtle Road à Dartford. Sa mère était issue d'un milieu très pauvre. À plusieurs occasions, la mère d'Hyland déménageait dans l'espoir de pouvoir s'installer avec lui dans un autre logement. Elle semblait ne lui vouloir que du bien, essayer de lui donner une vie meilleure, mais elle n'a pas réussi. Les premières années de Colin Hyland sont une période malheureuse, une épreuve extrêmement difficile, marquée de bouleversements et de pauvreté. Les problèmes de loyer obligent parfois à des déménagements soudains. Je pense qu'il était profondément blessé. Je suis certain que n'importe quel enfant, en rentrant chez lui après l'école, serait dévasté de voir que sa maison n'était plus la sienne et que sa mère avait déménagé ailleurs. Nous avons donc un jeune garçon dont le mode de vie est marqué par le mouvement, l'interruption et l'inquiétude de ne pas être à sa place. Et il pense que les gens parlent de lui dans son dos. En 1970, à l'âge de 16 ans, Hyland s'enfuit à Londres, où il commence à traîner dans une salle de jeu mal fréquentée.
Nous savons maintenant qu'il s'agissait d'une salle de jeu particulièrement malfamée, parce qu'elle était fréquentée par des pédophiles qui ciblaient précisément les jeunes garçons. Je pense que nous commençons à voir ici l'association d'Ireland avec les sous-cultures sexuelles. La plupart des tueurs en série des hommes qui tuent des hommes sont eux-mêmes gays. La plupart des tueurs en série hétérosexuels tuent des femmes. Ce qui se passe souvent dans un cas comme celui-ci, c'est que Ireland était peut-être homosexuel, ou il avait un aspect fortement homosexuel dans sa personnalité, mais il ne pouvait l'accepter. Il ne voulait pas l'accepter. Il y a donc une partie de lui qu'il déteste, et en tuant les autres, il se rassure en quelque sorte qu'il n'est pas gay. L'adolescence d'Ireland s'avérera aussi turbulente. Il commence à accumuler un impressionnant casier judiciaire, passant de nombreuses périodes en maison de correction et en prison. Je crois qu'il est apparu au tribunal 30 ou 50 fois, toujours pour des délits relativement mineurs au début. Vol de voiture, cambriolage, tromperie. Ce n'était pas le genre à agresser, à violer. Ce n'était pas du vol à main armée. Entre ces périodes d'incarcération, Ireland s'essaie à différents petits boulots, mais sans succès. Pourtant, une mission en particulier va l'amener à explorer un milieu qui sera important plus tard dans sa vie. Je crois qu'il était videur pour un club gay pendant un temps. Il est presque impossible de déterminer s'il était lui-même gay ou non. Ce qui compte, c'est comment il appréhendait un certain nombre de sous-cultures sexuelles gays. Vers 1981, Colin rencontre sa première femme. Alors qu'il travaille comme agent de sécurité, il se lie d'amitié avec un collègue, Colin Brown. Il était plutôt baraqué, il paraissait assez taciturne. Mais une fois qu'on a fait connaissance, il s'est mis à parler. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller à son appartement à Holloway. La femme de Colin, Victoria, était en fauteuil roulant. Il semblait l'adorer, vous savez. Il aurait tout fait pour elle. Quand j'y allais, ils avaient l'air de mener une vie heureuse. Je trouve assez intéressant que sa première femme soit handicapée. Il pouvait la dominer, puisque selon son point de vue, il lui fournissait un service en s'occupant d'elle. Ireland a apparemment repris le contrôle de sa vie et fait tout son possible pour être un membre respecté de la communauté. Avec un voisin, il faisait des rondes dans le quartier où il vivait. On sortait tard le soir. On avait des torches. Et si on repérait quelque chose qui n'était pas très clair, on allait le signaler à la police locale. Il y a toujours ce sens de hiérarchie morale pervertie, un désir d'appartenir à la communauté. Et bien sûr, endosser le rôle d'un agent de patrouille de voisinage donnait à Ireland le sentiment d'être utile, d'avoir une certaine prestance. Mais cette vie respectable et harmonieuse s'écroule tout juste 5 ans après, lorsqu'il se fait prendre en délit d'adultère. Mais personne ne pouvait prévoir les conséquences tragiques et brutales de la jeunesse perturbée de Colin Ireland, sa carrière criminelle et ses démêlés avec la communauté gay londonienne. En 1993, Colin Ireland prend la vie de 5 homosexuels innocents. Mais quel était le mobile derrière ces meurtres? L'homme connu sous le nom de tueur de gays était-il né pour tuer? Ireland avait eu une enfance instable et un mariage raté. En 1989, lors d'un week-end de survie dans le Devon, il rencontre celle qui deviendra sa seconde femme, Janet Young. J'ai rencontré Colin Ireland pour la première fois quand je tenais le pub Globin, là où je vis, et qu'il est arrivé comme client. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, en tenue de camouflage. Il était très impressionnant. Tout le monde s'est arrêté de parler dans le pub à son arrivée. Janet est rapidement séduite par l'étranger, même si ce n'est pas le cas de tout le monde.
Ma serveuse à l'époque ne l'aimait pas du tout. Elle me l'a dit dès le début. Elle trouvait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Moi, je ne le voyais pas. Je trouvais qu'il était parfait pour moi et ma situation. Il s'est peu à peu installé. Les clients n'apprécient pas trop Colin derrière le bar, et il n'est pas plus heureux de les servir. Il détestait être au bar. Et ce n'était pas un très bon serveur, même s'il était sympathique. Je crois que les gens du pub le trouvaient un peu effrayant. C'était un homme assez imposant. Nous étions ensemble depuis 3 mois quand il m'a demandé de l'épouser. Je n'étais pas sûre de vouloir me marier, mais il m'a dit « Si on ne se fait pas confiance, à quoi bon être ensemble ?» Nous avons organisé une petite fête. C'était une belle journée. Tout s'est bien passé. Mes enfants étaient prêts à l'accepter. Il aimait passer du temps avec eux. Je crois que ça lui donnait la sensation d'être accepté, d'être normal. Toutefois, au bout de 4 mois de mariage, il prouve que tout est loin d'être normal. Hyland conduit Janet et ses enfants chez la mère de celle-ci pour le week-end. Ils ne se reverront jamais. Hyland correspond au psychopathe classique. Il prend toujours à quelqu'un ce dont il a besoin pour continuer à vivre de la manière dont il souhaite. Not all of me, by any means. I mean, I'm probably 60–70% quite a reasonable human being most of the time. But there is that side of my character that is negative. It's quite cold and calculating. Hyland s'est assuré que Janet et les enfants ne le gêneraient plus. Hyland va retourner au pub et prendre les économies du couple. C'est suffisant pour redémarrer. J'étais en état de choc. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Je pensais qu'il s'était fait tuer, renverser, qu'il était à l'hôpital ou en prison. Il part avec leur album photo de mariage et les 10 000 livres économisés par Janet. Colin l'abandonne ainsi. J'ai compris qu'il avait sans doute toujours été un escroc et j'étais tombée dans le panneau. Il cherchait une opportunité et il l'a trouvée. Arrivé à Southend-on-Sea, Hyland recommence une nouvelle vie. En 1991, il propose ses services comme bénévole dans un foyer pour sans-abri. Colin est arrivé comme bénévole au foyer d'accueil de nuit. Je m'en souviens encore parce que c'était un homme très imposant. Il est apparu à la porte et m'a dit qu'il venait de la part d'une autre agence. Il était passionné par le travail qu'il faisait. Sans doute davantage que tous les autres bénévoles qu'on avait. Et il avait sincèrement l'impression de se racheter vis-à-vis de la société après s'être conduit de manière incorrecte, selon son propre aveu. Pendant près de 6 mois, la vie au foyer semble fournir à Hyland tout ce dont il a besoin pour mener une existence heureuse. Mais égal à lui-même, ça ne durera pas. Colin était quelqu'un de très calme. Mais en même temps, on sentait immédiatement qu'il ne valait mieux pas l'énerver. Les autres bénévoles n'aimaient pas trop sa manière d'être. Ils le trouvaient dominateur, effrayant même. Les bénévoles et Hyland restent en conflit pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un dernier incident scelle son destin. La directrice adjointe est venue me voir. Elle trouvait que le comportement de Colin n'était pas toujours adapté et elle était inquiète. Le problème a été discuté en comité et il a été décidé qu'il serait sans doute préférable de se séparer de Colin. Il a ressenti ce licenciement comme injuste et injustifié. Il avait l'impression de redonner quelque chose à la société et que ça n'était pas reconnu. Une fois encore, il se sent rejeté, en marge de la société. Pour Colin Hyland, c'est la goutte d'eau. Je crois que son licenciement du foyer a été déterminant pour son avenir. Ça a été un événement crucial dans son parcours et qui peut expliquer la raison de ses actions par la suite. Pour devenir quelqu'un dans la société,
Hyland devra changer de tactique. Il avait lu un livre écrit par Robert Ressler intitulé « Chasseur de tueurs ». Et par la suite, Hyland s'est dit qu'il allait devenir célèbre, qu'il deviendrait quelqu'un dans la communauté. C'est là qu'il prend une nouvelle résolution à la nouvelle année. Il décide de devenir un tueur en série. Le 8 mars 1993, Colin Hyland arrive au Colquhoun Pub. Ce soir-là, il débute sa campagne de violence. Au début des années 90, le Colquhoun avait beaucoup de succès auprès de la communauté gay. C'était surtout le rendez-vous des amateurs de sadomasochisme. Au début des années 1990, le soir à Colquhoun, c'était noir de monde. Les clients qui venaient là affichaient très clairement les tendances sexuelles qu'ils préféraient. Ce qui fait que Colin Hyland n'avait aucun mal à cibler ses victimes. Il existait toute une série de codes. Si vous aimiez telle chose, vous portiez un mouchoir de telle couleur. Si vous le mettiez dans votre poche ou ailleurs, ça avait un autre sens. La plupart des hommes hétérosexuels se sentiraient mal à l'aise dans un bar gay, à parler avec un homosexuel, à le convaincre de les suivre. Il faut un certain degré d'aisance ou d'expérience pour faire ça. Sa compréhension de cette sous-culture lui a donné un passeport pour aller dans des zones de Londres qui étaient assez secrètes. C'est cette compréhension, ce passeport, qui lui a permis de tuer, encore et encore. Donnant un unique aperçu de l'esprit d'un tueur en série, Colin Hyland explique pendant ses aveux comment se sont déroulés les événements horribles de ce soir-là, où il a tué et torturé sa victime innocente. I went to Colquhoun that evening. I felt if I was approached by one of that group type that tended to trigger these things in me, these masochistic men, I felt that time, I felt there was a likelihood that I would kill. Très vite, Hyland se fait aborder par le directeur de théâtre, Peter Walker. Ils entament une conversation et rentrent ensemble à l'appartement de Walker. Avant de tuer Peter Walker, Hyland réclame de l'argent à sa victime, désormais sans défense, forçant Walker à lui révéler son numéro de carte bleue en lui brûlant les testicules avec un briquet. And I stuck it over his head. À l'aube, Colin Hyland quitte l'appartement de Walker. Il retire 200 livres à un distributeur et reprend sa vie à Southend. J'imagine qu'Hyland était impatient de découvrir l'annonce de la mort de Peter Walker dans les journaux, au JT, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Et bien sûr, quand son meurtre n'apparaît nulle part, quand le meurtre de Peter ne fait pas la une, n'est même pas annoncé, Hyland décide de faire deux choses. D'abord, il appelle SOS Amitié, puis il appelle le journal The Sun. J'ai répondu à des milliers d'appels téléphoniques, mais jamais à un appel comme celui-ci. Le gars semblait tout à fait normal. Il parlait de 2 chiens enfermés dans un appartement. Je lui ai dit que ce n'était pas une histoire pour le Sun. Puis d'un coup, il m'a expliqué qu'il voulait que quelqu'un libère les chiens parce qu'il avait tué leur propriétaire. Il ne le sait pas à l'époque, mais l'appel que Malinsky vient de recevoir marque le début d'une série de meurtres violents par l'un des tueurs en série les plus froids et les plus calculateurs de Grande-Bretagne. Il a dit que l'homme qu'il avait tué était gay, qu'il aimait le sexe pervers. Ce sont ses mots. J'ai tenté de le faire parler.
La police est alertée et l'inspecteur Martin Finnegan se précipite sur les lieux. La porte avait été ouverte par le gardien. Nous sommes donc entrés sans devoir enfoncer la porte. Les chiens étaient dans le salon. La chambre était sans dessus-dessous, comme si on l'avait saccagée. Ça ressemblait à un cambriolage. La police constate rapidement que l'appel n'était pas un canular en découvrant le corps inerte de Peter Walker. Le corps a été découvert sur le lit et nous savions qu'il était mort des mains d'une autre personne. Le meurtrier avait aussi mentionné au téléphone qu'il l'avait troussé comme un poulet. C'est ce qu'il m'a dit. Il avait un préservatif sur le nez, un autre sur la bouche. 2 ours en plus étaient placés sur sa poitrine dans la position 69. L'analyse post-mortem a révélé qu'il était mort asphyxié, inhalant ses propres vomissements. On l'avait donc étouffé. Nous savions que les ligatures avaient été enlevées après sa mort. Nous avions donc affaire à quelqu'un de très froid. Le mystérieux correspondant voulait certes alerter la police de ces crimes, mais il ne voulait pas se faire prendre. Il n'avait laissé aucun indice et semblait avoir commis le crime parfait. Les médias annoncent enfin la mort de Peter Walker et avec l'enquête en cours, Hyland fait profil bas durant les semaines suivantes. Dans la plupart des frénésies meurtrières, on constate un écart plus important entre le premier et le second crime. Habituellement, le tueur en série gagne psychologiquement ce qu'il avait besoin de gagner dans ce premier meurtre et ne ressent pas tout de suite le besoin de tuer à nouveau. La police a du mal à trouver des preuves suffisantes pour arrêter le meurtrier de Walker, et l'enquête piétine. Satisfait de lui avoir échappé, Hyland revient à Londres dans son horrible quête pour devenir un tueur en série. Colin Hyland a décidé au Nouvel An de devenir tueur en série. Il a déjà assassiné sa première victime et il est de nouveau prêt à tuer. Le 28 mai 1993, Christopher Dunn, un libraire de 37 ans, aborde Colin Hyland au bar du Coleherne. Christopher Dunn était également gay, intéressé par le sadomasochisme, et il fréquentait le Coleherne, un pub où Hyland avait ses entrées, puisqu'il comprenait la clientèle, ses codes et sa sous-culture. Dans ses aveux, Hyland révélera le tueur froid et calculateur qu'il était devenu. We got talking, realised he was the type. I went back to his place in North London, Willesden I think it was, and I'd gone quite prepared this time to kill the man. I bought a very inexpensive pair of handcuffs, and I was carrying a small torch, a magnite and a pouch, and a couple of other things, a lock knife and a Leatherman, which is like a multi-tool device. And I'd got a book and a pen, and I was going to have him repeat his PIN number, and I strangled him. I had a bit of cord. On both of those occasions I stayed with the bodies until 6, half past 6 in the morning, because that was a vulnerable time, because I still had stuff on me that would have been a bit awkward if I'd been stopped by a policeman. À l'aube, Colin Hyland quitte le domicile de Christopher Dunn. Le 28 mai, le corps de Christopher Dunn a été découvert à son domicile à Whetstone. Une fois encore, le meurtre était mis en scène. Il reposait entièrement nu, dans un harnais. Il avait souffert d'une strangulation par des ligatures. Même en voyant le corps, la police ne soupçonne pas qu'il s'agit d'un crime dans un premier temps. Apparemment, l'enquête avait conduit la police à penser qu'il s'agissait d'un jeu sexuel qui s'était terriblement mal terminé. Rien ne suggérait que ce soit autre chose qu'un pur accident, et c'est ainsi que l'affaire a été traitée. Avec 2 équipes d'inspecteurs distinctes enquêtant sur les meurtres de Walker et Dunn, les similitudes entre les 2 affaires sont ignorées.
6 jours plus tard, Hyland retourne draguer au Col Hearn. Il avait apparemment tué en toute impunité pour la seconde fois et cherché sa nouvelle victime. Cette fois, c'est Perry Bradley, 33 ans, qu'il choisit. Hyland a dû persuader Bradley. Il a dû le convaincre de bien vouloir le laisser l'attacher. We went back to the flat, and I don't think he was so much into the S&M, but I said I had to. So it's going to be a long night. I suggest you get some sleep if you can. And I just sat and listened to the radio, and he actually went to sleep. And while he was asleep, I told him with the noose, and he hardly struggled. Une fois encore, Hyland reste assis toute la nuit en compagnie du corps. I think that affected me mentally to quite a degree. I think maybe if I'd have killed these people and gone, I wouldn't have been affected mentally so much, but sitting in with these bodies for sort of like 5 or 6 hours on some occasions, watching them gradually sort of lose, get blotchy as they do and cold, and it wasn't something that I don't think I could cope with, to be honest. I wasn't dealing with it too well. En quête du meurtre parfait, Hyland soigne la scène du crime, révélant pendant ses aveux à la police comment il a reproduit une scène de la série policière The Bill. I got this one off the bill, and that was taking the batteries out of the torch and wiping the prints off of those and putting them back in the gloves on. You ought to ban that program. Lorsque Colin Hyland quittait la scène du crime, il emportait avec lui tout ce qu'il avait touché. Il ne voulait pas laisser de sang, de sperme, de cheveux, de fibres, d'empreintes digitales. Lorsqu'il retourne à Southend-on-Sea, Hyland se débarrasse des objets compromettants en les jetant par la fenêtre du train. Ils se confondent alors avec les ordures qui jonchent la voie. La résolution de Nouvel An de Colin Hyland devient réalité. Il s'approche rapidement du statut de tueur en série qui, dans son esprit, le propulsera dans un monde d'infamie et de renom. Colin m'a contacté après avoir quitté le foyer. Il m'a demandé s'il pouvait passer prendre le thé de temps en temps pour donner des nouvelles. Il nous a dit avec ma femme à l'époque qu'il participait à des week-ends de techniques de survie. Nous avons appris par la suite que ce n'était pas le cas. Il allait à Londres assassiner des gens. Le 7 juin, seulement 3 jours après le meurtre de Christopher Dunn, Hyland reprend le train de Southend-on-Sea jusqu'à Londres. Il se rend à son repère habituel, le Col Hearn. Pour Colin Hyland, retourner au Col Hearn montre simplement la confiance qu'il avait d'avoir tué sans se faire prendre. Il avait clairement élaboré une formule. Il avait identifié le mode de vie secret de la clientèle du Col Hearn et il était assez sûr que son approche fonctionnait. Andrew Collier, 33 ans, fait l'erreur fatale d'aborder Colin Hyland. Ils entament une conversation et partent peu après pour l'appartement de Collier. Hyland va commettre son meurtre le plus choquant. Quand nous sommes entrés dans l'appartement, celui d'Andrew Collier, nous avons découvert une scène d'horreur. C'était la première et la dernière fois que je voyais un truc pareil. Andrew était allongé sur le dos avec le chat étalé sur sa poitrine. Il était nu. Dans sa bouche, il y avait 2 préservatifs et la queue du chat était recouverte d'un préservatif. Son pénis avait été mis dans la gueule du chat. Essayez d'imaginer ça, c'était vraiment très dérangeant. Pendant les aveux d'Hyland, les enquêteurs comprennent les raisons de cette étrange mise en scène. I felt real anger towards him because he thought there was going to be a normal sexual encounter, which there wasn't going to be, and then had AIDS, and at no time did he warn me. I was on a sort of almost like a roller coaster thing, and I felt, you know, there was more I was doing, you know. En fouillant l'appartement, Hyland découvre des documents médicaux
qui révèle qu'Andrew est séropositif. En conséquence, il étrangle le chat d'Andrew Collier. Et il va se livrer à un comportement post-mortem absolument écœurant. Ireland tente d'obtenir la compassion du public en déclarant « Cet homme n'était pas seulement gay et sadomasochiste, il était également séropositif. » Colin Hyland a jusqu'alors brutalement assassiné 4 homosexuels, mais il n'y a pas encore de protestation médiatique. Son œuvre n'est pas encore reconnue et Hyland ne peut plus garder le silence. Hyland s'immisce une fois de plus dans l'enquête policière. Il va appeler la police. Lorsque Colin a parlé à mon collègue de la brigade criminelle de Battersea, il voulait savoir pourquoi l'enquête du meurtre de Peter Walker avait été suspendue. Il n'avait pas la notoriété qu'il espérait. Donc il a nommé toutes les victimes et était assez catégorique sur le fait qu'il les avait tués tous les 4. Why are you doing this? But why in particular homosexuals? Colin a dit « Je vais en tuer un autre. J'ai toujours rêvé du crime parfait. » L'impact sur la police a été énorme. C'est devenu une immense enquête. La police se lance dans l'une des plus grandes enquêtes de l'histoire contemporaine, bien décidée à attraper le tueur qui non seulement cible les hommes gays, mais nargue aussi les autorités. Il s'agit d'une des enquêtes criminelles les plus horribles et les plus complexes qui soient. À minuit, Scotland Yard a organisé tout d'un coup une conférence de presse pour annoncer spectaculairement qu'un tueur de gays était dans la nature. Quel est votre conseil à la communauté gay? C'est très simple. Faites attention, ne ramenez pas d'étrangers chez vous, évitez les aventures d'un soir, c'est dangereux. Vous pourriez être le prochain. Mais à la mi-juin 1993, Hyland frappe encore. Narguant les policiers en passant un autre coup de téléphone, Hyland leur conseille de chercher un corps dans une maison en feu. La police de Lewisham a fini par recevoir un appel disant qu'il y avait un appartement aux fenêtres noircies et de la fumée qui en sortait, et qu'à l'intérieur se trouvait le corps d'un homme, plus tard identifié comme étant Emmanuel Spiteri. Sa 5e victime est un chef maltais appelé Emmanuel Spiteri. Et Ireland va faire une erreur puisqu'il retourne une fois de plus au pub Coleherne. I didn't talk to him then. I saw him on the tube station a little bit later. Got talking to him then, and he said he'd seen me a couple of times in the car and he was interested physically. We went via a couple of different train journeys to his flat. I put a noose around his neck. I then I've reached a point where I couldn't stop myself anyway. It was almost like a steamroller effect. It was what you could call a steamroller. Encore une fois, il utilise la même méthodologie. Les ligatures, les menottes. Tout était retiré après le meurtre. Mais cette fois, avant de partir, il a empilé tous les draps et les vêtements au milieu de la pièce et y a mis le feu. Là encore, c'était pour augmenter l'impact qu'il aurait sur les enquêteurs. J'en suis certain. Si vous regardez les scènes de crime du numéro 1 au numéro 5, quand il a mis le feu à la maison, celle de Spiteri, vous constatez l'escalade. C'était, comme il disait, un effet boule de neige. Mais le tueur méticuleux bâcle désormais son crime. Il devient irrésistiblement accro au meurtre. La police à la recherche du tueur de 5 homosexuels à Londres a lancé un appel à l'aide lors d'une manifestation pour les droits des homosexuels. Colin Richardson, alors rédacteur du Gay Times, se souvient de l'effet de l'enquête sur la communauté gay.
Je me souviens très bien de la Gay Pride cette année-là. Des dizaines de milliers d'homosexuels sont descendus dans les rues de Londres pour manifester leur fierté et leur identité, mais cette année dans un contexte sombre. La police a distribué des milliers de prospectus pour obtenir des informations sur le tueur en série qui a frappé 5 fois. Le sentiment de peur était palpable. La presse, bien sûr, rendait les choses encore pires. Je ne me souviens pas du nom du journal, mais l'un d'eux avait titré « L'exterminateur de PD ». Beaucoup d'ailleurs reprenaient la formule « tueur de gays ». Nous avons un tueur en série dans la nature et nous avons besoin d'aide pour l'arrêter. La communauté gay est désormais sur le qui-vive. Mais malgré l'énorme chasse à l'homme lancée par la police, Colin Hyland est toujours en liberté. Début 1993, Colin Hyland prend une décision de nouvel an froide et malsaine. Devenir tueur en série. 6 mois plus tard, il a assassiné 5 hommes à Londres et s'est jusqu'à présent débrouillé pour échapper à l'énorme enquête judiciaire montée contre lui. Je crois que c'était vers le mois de juin cette année-là. Colin est venu, on s'est installé devant la télé. C'était le JT et ça parlait des tueries de Londres. Colin s'est tourné vers moi et m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» Je lui ai répondu « Encore un malade ». Je n'aurais jamais cru que c'était lui. La communauté gay est avertie et un profil du tueur commence à émerger. La police obtient les détails dont elle manquait cruellement par un témoin appartenant au groupe de surveillance gay londonien Gallop. Il nous a donné des informations cruciales sur la nuit en question, où Spiteri avait été tué. Il a dit qu'il était à Charing Cross, qu'il les avait vus ensemble dans un train, qu'il y avait aussi 2 filles dans le wagon. Ils ont fait le trajet ensemble vers Hither Green. Et grâce à ces informations et ces descriptions, ils nous ont donné un portrait robot et une bonne description de Spiteri et Hyland. Grâce aux informations du témoin, la police connaît maintenant le trajet emprunté par Hyland et Spiteri jusqu'à l'appartement de la victime. Très vite, ils obtiennent des caméras de surveillance, une image de Spiteri accompagnée d'un homme imposant. L'image et le portrait robot sont immédiatement rendus publics. Richard Hicks, l'ancien collègue d'Hyland, se souvient du comportement étrange de son ami lors de ce qui serait sa dernière visite. Il est venu à la maison, c'était un soir. Je crois que c'était un dimanche soir. Et il était très nerveux. Il se comportait très bizarrement et nous étions assez déconcertés. Nous étions mal à l'aise. Et nous voulions simplement qu'il s'en aille. Je l'ai raccompagné chez lui en voiture. Il parlait à la 3e personne. C'était très bizarre. Il marmonnait. Il me mettait très mal à l'aise. Et nous voulions juste nous éloigner de lui. Hyland commence à comprendre qu'il sera bientôt identifié sur les images circulant dans les médias. Il décide d'agir. À ce stade, Colin Hyland, voyant peut-être les affiches, prend contact avec la police par le biais de son avocat. Il a déclaré « Oui, j'étais l'homme avec Spiteri. Je suis bien allé chez lui à Hither Green. Mais il y avait un autre homme à l'intérieur. Et je ne voulais pas d'une partie à 3. Alors j'ai dormi dans le cimetière local avant de retourner à Southend. » Nous avons donc envoyé des voitures très rapidement à Southend, où il a été arrêté dans le bureau de l'avocat. Enfin, la police croit fermement détenir le bon suspect. Mais Hyland pense que les inspecteurs n'ont aucune preuve. Il n'a jamais ouvert la bouche. Il m'a fixé du regard sans ciller, du début à la fin. C'était extrêmement perturbant. La seule réaction que j'ai obtenue, c'est quand je lui ai dit qu'on avait trouvé son empreinte chez Andrew Collier. Pendant le meurtre d'Andrew Collier, Hyland a commis une erreur terrible. À un moment donné, pendant la soirée, il y avait eu du bruit non loin de l'appartement. Hyland était allé à la fenêtre pour voir ce qui se passait, laissant derrière lui son empreinte digitale.
C'est certainement ici que le tapage a eu lieu, attirant Andrew Collier et Colin Hyland à la fenêtre, là où Colin Hyland a laissé l'empreinte que la police allait trouver. Lorsqu'il a été confronté à la preuve de l'empreinte chez Andrew Collier, sa tête aurait traduit sa culpabilité devant un jury. Je n'en ai aucun doute, parce qu'il était totalement décontenancé. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait fait une erreur. En détention provisoire, Colin Hyland a le temps d'évaluer sa situation. Il pensait avoir été assez méticuleux pour ne pas avoir laissé de preuves l'incriminant, mais l'empreinte digitale dans l'appartement d'Andrew lui a porté un coup. La police l'inculpera des meurtres d'Andrew Collier et d'Emmanuel Spiteri, mais n'a pas assez de preuves pour l'inculper des 3 autres. Il était en détention provisoire, je pense, depuis environ 4 semaines, quand il a réfléchi à ses options. Il n'était plus sous les feux des projecteurs et il n'avait pas eu l'étiquette de tueur en série qu'il espérait, parce qu'il n'avait été inculpé que de 2 meurtres. Ce n'était pas assez bien pour lui. Il a donc informé les agents de police qu'il voulait parler. Il voulait avouer les 5 meurtres et c'est exactement ce qu'il a fait, qui lui a permis d'être étiqueté comme tueur en série. Colin Hyland commence ses aveux complets et effroyablement honnêtes des meurtres de 5 hommes de la communauté gay londonienne. On observe un côté clairement narcissique chez Hyland. Il voulait revendiquer ses meurtres, il était très fier de ce qu'il avait fait, comme beaucoup de tueurs en série. Ils sont très contents d'eux. When this comes to trial, any judge worth his salt is going to find me guilty and he will imprison me. And by doing so, allow me to not offend again for some time. Cet aveu final d'Ireland sert uniquement à réaliser un objectif. Cet objectif qu'il s'était fixé lors du Nouvel An en décembre 1992. Il voulait devenir célèbre. Pendant ces entretiens, je pense que Colin Hyland ressentait une certaine dose d'autosatisfaction. Il a pu nous dire, même à ce stade avancé, des choses que nous ignorions. Il était le seul à pouvoir nous éclairer comme il l'a fait. Et je pense que ça lui donnait un sentiment d'importance, de réalisation et même de supériorité. Le 20 décembre 1993, au tribunal d'Old Bailey, Colin Hyland plaide coupable pour le meurtre des 5 hommes. Un tueur en série qui s'en prenait aux homosexuels vient d'être emprisonné à vie pour avoir assassiné 5 hommes à Londres cette année. Le juge a recommandé de ne jamais le laisser sortir, déclarant « Prendre une vie humaine est un crime, en prendre 5 est un carnage ». Alors, qu'est-ce qui a poussé Colin Hyland à tuer? Lui, un homme qui patrouillait dans les rues de son quartier, qui aidait dans un foyer pour sans-abri. Beaucoup de gens diraient qu'ils ont connu un Colin Hyland gentil qui travaillait au foyer à Southend. Et ils n'auraient jamais imaginé ça de lui. C'était une autre personne. Je ne peux pas l'expliquer. C'est tout ce que je peux dire. Ce que je connaissais surtout de lui, c'est qu'il aimait avoir le contrôle. Quand vous pensez aux tueurs en série, l'une des choses qu'ils ont en commun est le sentiment d'être utiles et gentils. Ils imitent simplement ce qu'ils pensent que le monde attend d'eux. Je me demande souvent si Colin Hyland était né pour tuer, ou si c'était le résultat de ses expériences passées. Il a dû se produire quelque chose, 1 an, 2 ans auparavant, pour déclencher dans son esprit la décision de tuer. Il voulait atteindre un objectif que de nombreux tueurs en série veulent atteindre, avoir un statut social. On ne connaîtra jamais ses motivations exactes. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que lui-même estimait représenter un danger pour les autres.
Colin Ayllon avait assassiné froidement 5 hommes innocents. Le 21 février 2012, il allait mourir en prison de mort naturelle. Il avait 58 ans.